Salut, mon invité ce soir dans Clair Obscur est une diva baroque à la personnalité flamboyante. Née aux États-Unis, elle a grandi au Mexique et dans ce multiculturalisme, elle puise une forme de grand écart entre les expressions artistiques les plus pointues et les plus populaires. Actrice, comédienne, réalisatrice, chanteuse, meneuse de revue, elle a fait de sa vie une œuvre d'art. Arielle Dombal, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Bienvenue chez Harcourt, Mais un oui. lieu que vous connaissez bien évidemment. Vous êtes passé 2 fois par ici, on a trouvé 2 photos de vous, une qui date de 1984 et l'autre de 2010. Oui. Regardez ces 2 photos, qu'est-ce qu'elles disent de vous, ces 2 photos? Eh bien, quand je les regarde, la première, je venais de lire Mythologie de Barthes et je me faisais évidemment une idée très olympienne et marmoréenne de la photo. Et donc, j'ai posé comme un peu les divas des années 50. Et je me souviens que j'étais très incertaine et que j'avais peur. Voilà, ça c'est la première. Et puis la deuxième, alors c'est tout à fait autre chose. C'est au milieu de tendres peluches. C'est ma passion pour les animaux qui, là, encore frappe. Et donc, elle est charmante. Entre-temps, votre personnalité extravagante s'est révélée. Il y a le côté beauté froide sur la première et puis la deuxième, il y a une forme de lâcher-prise. C'est vrai, c'est vrai. La première est vraiment une photo hyper posée. Très contrôlée. Enfin contrôlée. C'était le photographe qui me disait, s'il vous plaît, la main 4 cm plus haut, etc. Et j'étais un peu pétrifiée. Alors ce soir, on va dérouler ensemble le fil de votre vie, Arielle Dombal. Oui. Vous êtes née aux États-Unis, je l'ai dit en ouverture, où votre grand-père, résistant de la première heure, avait été envoyé par le général de Gaulle pour fonder la France libre. Mais c'est au Mexique que vous avez grandi et c'est là-bas que je vous emmène pour débuter l'émission. Figure de l'art mexicain, la peintre Frida Kahlo a marqué le XXe siècle. Retour en images sur son œuvre. Cette femme emprisonnée dans un carcan de fer, c'est Frida Kahlo, une des femmes peintres les plus célèbres du Mexique. Par ce terrible autoportrait en guise d'autobiographie, Frida Kahlo voulut conjurer l'instant tragique, l'instant de l'accident qui la condamna un jour à rester allongée, immobile. Sa seule ressource, un miroir au plafond et un intense désir de peindre. Frida Kahlo va concentrer dans son regard toute l'énergie qu'elle ne peut déployer dans ses mouvements et dans sa peinture primitive, naïve, cruelle, tous les désirs de femme qu'elle ne peut mener à terme. Je définirais sa peinture comme une sorte de journal intime, peint, avec des couleurs très brillantes, d'ailleurs, qui sont complètement en contradiction avec la douleur terrible et noire, presque sombre, si vous voulez, qu'elle vivait, déchirante. Une signature rouge sang, c'est la trace que Frida Kahlo a voulu laisser d'elle, signe indélébile de ce corps à corps avec la peinture, sa vraie, sa seule source de vie. Vous avez grandi au Mexique, je l'ai dit, mais c'est presque anecdotique. Frida Kahlo est quelqu'un qui vous touche. Ah oui, 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 je suis contente que vous ayez trouvé cette panoplie d'images. C'est quelqu'un donc dont la vie est exemplaire. Elle a épousé Diego Rivera, qui est le plus grand des muralistes mexicains. Vous savez, à ce moment-là, même dans les années 30, 40, 50, au Mexique, il y a énormément de gens qui ne savent pas lire. Et les muralistas, c'est aussi bien Diego Rivera que Siqueiros, ils racontaient l'histoire du Mexique et la conquête du Mexique et l'histoire des Indiens et du massacre à travers la peinture. Donc c'était comme des fresques immenses. Et c'était un personnage énorme qu'on appelait l'éléphant, Diego Rivera. Et elle, qui était tout à fait dans son ombre, et tout à fait un personnage tellement singulier, très très bouleversant, à cause de cet accident, on l'appelait la Colombe. Et donc elle a un parcours comme ça, très militante, communiste, elle vient à Paris, elle rencontre les surréalistes, et il y a maintenant, à peu près depuis 20 ans, une sorte de redécouverte de Frida Kahlo, qui avait été minorée du temps de sa vie. Oui, et puis dans l'ombre de Rivera. Et dans l'ombre de Diego Rivera. Et maintenant, il y a vraiment une sorte d'apothéose, d'hymne
dans toute l'Amérique latine et aux États-Unis pour Frida Kahlo. Les femmes se reconnaissent dans cette trajectoire douloureuse, dramatique et en même temps dont elle a su faire de la beauté. Alors, votre père était industriel passionné d'archéologie et originaire d'une famille de Soyeux en Bourgogne. Oui. Votre mère était la fille de l'ambassadeur de France Oui. au Mexique. Oui. Et vous grandissez dans un milieu aisé, Oui. évidemment. Un chauffeur vous conduit tous les matins à l'école, mais vous demandez au chauffeur de vous laisser loin de l'école pour arriver à pied. Vous étiez gêné par ce statut social? J'ai toujours été, j'étais dans un pays tellement pauvre et mes amis étaient dans la rue, des enfants de mon âge, et j'ai tout de suite vu la différence entre ma vie d'enfant extrêmement, qui était né du bon côté de la barrière, c'est-à-dire une vie tellement gâtée, et le Mexique, la misère, mes amis qui étaient si pauvres. Et je me suis toujours, depuis ma toute petite enfance, mis du côté des humbles. Mais c'est difficile pour une enfant, puis en même temps, c'est une grande marque de maturité, à la fois difficile d'un point de vue personnel, Oui. d'être obligé de se cacher, Oui. et aussi une grande marque de maturité, de Je se sais rendre pas. compte de cette différence. En tout cas, j'ai toujours été, depuis que j'ai 4 ans, j'ai toujours aidé les personnes qui souffraient. C'est ma vocation. J'étais comme ça. Alors évidemment, tous les êtres que je pouvais aider, mais en étant tellement petite, quelquefois je faisais n'importe quoi pour les aider. Alors votre mère, Francion Garot-Dombal, tombe malade alors que vous avez 9 ans, et vous allez parcourir le monde avec elle, alors qu'elle va à la rencontre de grands spécialistes pour la soigner, mais vous ne le savez pas. Vous faites, Voilà. vous faites des escales à travers la Voilà. planète. Nous- Vous ressentiez quelque chose de... Oh mais non, mais c'est-à-dire qu'on essaye de cacher la vérité aux enfants, bien sûr, parce qu'elle est innommable. Mais ma mère était dans une agonie terrible. Elle avait une maladie qu'elle avait cachée très longtemps, ne voulant pas l'affronter ni dire son nom. Et les enfants, on se disait, il y a quelque chose qui arrive, mais on ne savait pas trop ce qui arrivait. Et on a passé, 6 mois à New York. Et puis, Vous étiez avec votre frère. j'étais avec mon frère, que j'adore, qui lui habite toujours le Mexique et que j'aime infiniment. Et on était des enfants qui avaient des cours particuliers à l'époque, donc. Et puis après, on a été à Lyon parce qu'il y avait un grand professeur qui était spécialiste des hémorragies. Vous avez 11 ans et demi quand elle est emportée par la Oui. maladie à l'âge de 34 ans. Oui. Vous ignoriez donc, vous aviez des doutes, vous imaginiez qu'il se passait quelque chose, mais c'est à ce moment-là que vous avez appris qu'elle était malade? C'est-à-dire que je sentais ce drame tout autour de moi, mais je ne savais pas très bien ce qu'il en était. On cache les choses aux enfants. Mais bon, après, j'ai compris. Votre père, fou d'archéologie, arpente la jungle mexicaine. Alors vous partez vivre chez vos grands-parents, qui sont dans le sud de la France, un collège à Grasse. Oui. Et là, il vous oblige à porter votre deuil plus que de raison, alors que vous voulez vous fondre dans la masse. Oui, encore oui. une fois, Voilà, vous avez voilà. une singularité à porter. Oui, c'est-à-dire que ma grand-mère paternelle, qui était très l'aristocratie, vieille France, avec le château, les traditions, la lourdeur, voulait que je porte le deuil. Et j'étais tellement petite, donc au lieu de porter l'uniforme, comme tout le monde à l'école, moi j'étais habillée en noir et ça a attiré l'attention. Voilà, sur vous, évidemment. forcément. Et je me souviens toujours quand j'étais arrivée dans cette école, alors tous les enfants s'étaient mis autour de moi en rond, comme ça, à me regarder. Voilà, quoi. Mais ça dit beaucoup de choses sur la femme que vous êtes devenue, parce que j'imagine que on ne peut avoir que de l'empathie pour l'enfant que vous étiez, et en même temps, ça vous a donné une force assez incroyable pour Je ne sais affronter, pas, vous savez, l'existence. en même temps, oui, on parle de cet merveilleux mot de résilience, mais je ne sais pas très bien. Je crois qu'en fait, moi, je suis restée fixée à cette époque, à cet âge, et je n'ai pas l'impression d'avoir appris grand-chose depuis. Rien, probablement. J'ai rien appris. J'ai juste cette farouche
désir, ce farouche désir de réussir ma vie. Et je dis toujours, mais c'est une vérité, de réussir la vie de ma mère, qui est morte à 34 ans. Donc je vis une double vie. C'est pour ça que j'incarne une féminité double. J'ai quelque chose d'antagoniste en moi, mais qui me donne en effet une sorte d'énergie, de foi qui me fait avancer. Je voulais passer à quelque chose de plus léger. Lorsque vous êtes arrivé en France, il y a aussi le choc des cultures pour la petite Mexicaine que vous y étiez. Je voulais, avant de parler de ce décalage, regarder la manière dont étaient perçus les Français par les expatriés. C'était en 1972, une archive de l'INA. Sont-ils gays, les Français? Oui, oui, je crois. Je ne crois pas, ils sont plutôt ironiques. Ils sont toujours en train de rire. Oui, à côté du japonais, oui. Et à table, est-ce qu'ils se tiennent bien? Oui, il se tient bien, mais j'ai remarqué qu'il trempe tout dans son café. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que vous pensez de la galanterie française? Ça n'existe pas. Je crois qu'elle a un peu disparu. Je la trouve par moments un peu servile et un peu intéressée. On a fait aux Français la réputation d'être des amants exceptionnels. Est-ce que vous pensez que cela est vrai? Non, je sais pas. Comme le Norvégien, quoi. C'est pareil, n'importe quel pays. Il aurait fallu que je fasse un sondage international, ce que je n'ai pas fait. Mais dit hors antenne, elle est mal tombée. Mais oui. De toute façon, c'est une absurdité de se demander. Les Français, c'est une civilisation extraordinaire dont tout le monde rêve, parce qu'il y a eu l'excellence française, et elle existe. Et les êtres sont porteurs de ça. Quand vous êtes enfant, que vous arrivez en France, quel est le sentiment que vous avez, vous qui êtes d'ici sans être d'ici, en étant de là-bas? Enfin, voilà. Alors, évidemment, au Mexique, j'avais une vie très sauvage, hein, parce que mon père voulait que je sois quelqu'un de très physique, et donc il m'a fait faire beaucoup de choses. J'allais beaucoup dans la jungle, j'allais beaucoup dans des fouilles archéologiques, donc j'allais dans des grottes, très aventurier, très... Une exploratrice. Exploratrice, à la recherche du diamant vert, tout à fait ça. Et donc, je n'avais peur de rien, et j'étais quelqu'un de très physique. Et en arrivant ici, évidemment, l'idée de traverser dans des clous, par exemple, et d'être tellement sage partout, ça me semblait absurde. Et puis je trouvais que les gens étaient tous dans des carcans. Et du coup, moi, je me suis mise dans un carcan pour essayer d'être adoptée par la France. Alors vous restez ici 1 an et demi, vous repartez ensuite au Mexique, votre père a refait sa vie, et durant votre adolescence, ce qui va vous permettre de vous évader, ce sont les spectacles que vous donnez au fond du jardin dans un petit théâtre. Ah oui, mais où est-ce que vous avez lu tout ça? Quels sont ces spectacles? C'est très important. Alors j'avais mis 2 tables de ping-pong collées comme ça, puis j'avais fait une scène avec... Bon. Et là, il y avait... pour moi, l'essence même de ce qui sera toute ma vie. C'est-à-dire tout faire, créer les lumières, les décors, jouer, chanter, danser. Et donc là, je commence à faire du French cancan. Je faisais de la danse déjà depuis l'âge de 8 ans. Donc des pointes, de la danse, du French cancan. Et aussi, je commence à jouer des fragments de théâtre. Et ça, c'était très, très enrichissant pour moi. Du coup, je commence à lire du Marivaux, mais aussi du Labiche, enfin des piécettes. Voilà. Seule? Non, avec le remariage de mon père, j'ai eu une sœur, une demi-sœur que j'ai adorée. Et alors vous échangiez votre passion pour le théâtre et pour le spectacle avec elle. Elle a été mon compagnon de spectacle, et j'ai adoré. Et là vous parlez de théâtre, de Marivaux, de Labiche. Vous aviez découvert la chanson déjà à ce moment ou pas encore? Oui, mais j'écoutais, mes parents étaient très mélomanes, donc j'ai été baignée de musique depuis que je suis toute petite. Plutôt du lyrique?
Du classique, non, pas seulement. de tout aussi. Il y avait aussi bien du Ray Charles que du Ray Conniff, que du Gainsbourg, que beaucoup de musique classique, du Tchaïkovski, du Rossini, du Bellini, du Mozart, du Bach. Ce qui fait que je sais des choses, je ne sais même pas leur nom et je peux les chanter complètement. Alors la chanson, on le sait, fait partie de votre vie à part entière. Ça a commencé à cette époque, comme vous le dites. Je vous propose de regarder cette chorale aux méthodes farfelues. Ça se passait en Allemagne en 1947 et à cette époque, il fallait donner de sa personne pour atteindre la note juste. Archive. Près de Berlin existe un cours de chant et de diction en plein air dont les méthodes assure-t-on n'ont pas leur pareil pour l'expression des émotions. Savoir rire est le premier des talents, pour ce que rire, comme dit Rabelais, est le propre de l'homme. Savoir chanter n'est rien, mais savoir chanter dans toutes les positions, c'est, comme dit Kipling, c'est une autre histoire. Ces jolis talents de société ne s'expriment pas généralement en société. Ils ne sont faits que pour s'exprimer en public. C'est assez singulier. C'est assez hallucinant, oui. Mais enfin, c'est très ancien. 47, c'était des Allemandes qui sortaient de la guerre. Il y a encore un côté très militaire. Mais c'est assez intéressant, l'idée de la voix dans toutes les positions. Après, quand j'ai fait le conservatoire de musique, j'ai rencontré des professeurs extraordinaires et qui m'ont appris la base du chant, en tout cas classique, qui est la respiration. Et donc, c'est vrai que pouvoir chanter dans toutes les positions, c'est une chose assez curieuse. Très curieuse quand on voit là. En plus, vous les connaissez, les vocalises qu'elle faisait. Ah oui, oui, parce que c'est des oui. vocalises de base de tout chanteur. J'en ai fait des milliers, des milliers, des milliers. Et on chauffe sa voix comme ça, en faisant ce genre de vocalise. Tout au long de votre adolescence, vous vous sentez délaissé par votre père, occupé à d'autres choses, et vous avez une grande affection pour les domestiques de la maison. C'est, est-ce qu'on peut le dire comme ça, des parents de substitution? Quel rapport vous avez avec eux? Il y a beaucoup d'affection? Oui, oui, bien sûr. Mais vous savez, les enfants, les êtres en général, ils vont là où il y a de l'amour. Donc et là, voilà. Et il y avait de l'amour et j'ai adoré mes muchachas, la cuisinière, ma nanny, les muchachas qui, certaines ne savaient ni lire ni écrire et elles avaient cette merveilleuse appréhension du monde, ce magnétisme, cette affection, ce catholicisme aussi qui m'a énormément aidée. Et puis il y avait cette grand-mère maternelle, Man'a Garot-Dombal, oui. Poétesse, écrivain. Alors c'est la figure, c'est mon modèle absolu. Elle a connu tous les gens les plus intéressants du siècle. Elle était grande épistolière, elle a écrit des correspondances, elle a été très proche de Tamara de Lempicka, des poètes, des surréalistes. Grand-mère, même par exemple Louise Weiss, qui est une figure étonnante, qui était une amie de Lénine à un moment donné, et grâce à laquelle on a le vote des femmes en France. C'est des personnages immenses. Et donc ma grand-mère connaissait des êtres étonnants. Et je me suis toujours dit que la vie était faite de rencontres et qu'il fallait être entouré de gens étonnants. Vous avez 18 ans lorsque vous décidez de quitter le Mexique pour vivre à Paris, chez cette grand-mère si précieuse à vos yeux. Et vous parliez à l'instant de Louise Weiss, eh bien on va la voir. Ah, c'est drôle, puisque on a retrouvé votre première télé, c'était en 1976. Je n'aurais pas dû en parler. Alors. Mais si, nous c'est une archive savoureuse. On est en 1976, première télé, c'est sur FR3 à l'époque. Voilà. Et l'émission était consacrée justement à Louise Weiss, voilà. Et vous y chantez. Oui. Regardez. Ariel chérie, m'embrasser, votre voix est plus ravissante que jamais.
Ça me fait tellement drôle, mais oui, alors là, bon, j'ai 17 ans et Louise Weiss était une très vieille dame déjà, un grand personnage. Oui, c'est en effet ma première télé. C'était une émission sur Louise Weiss et elle avait dit « Ah, mais voilà la jeunesse qui arrive, elle va chanter ». Vous la trouvez comment, cette jeune Ariel Bon, je la trouve très, très maladroite et très... Voilà. Qu'est-ce qu'elle avait dans la tête à ce moment-là? Vittoria, 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 mio cuore, non lagrimar più. C'était les premières choses que je faisais déjà au conservatoire. Et voilà, je chantais. C'est votre grand-mère qui a décelé chez vous ce talent de chanteuse Oui, elle m'a dit tout de suite, Ariel, tu as une voix en or, c'est cette voix qu'il faut... Voilà, et mes professeurs et tout ça m'ont toujours dit, mais il faut rentrer à l'opéra et tout ça, et je n'avais pas envie de toute cette... je n'avais pas envie de ne faire que ça. De ce carcan. Voilà. Toujours ce désir de liberté, de vous émanciper. Alors justement, restons dans la musique. Je vous propose notre vidéorama. 4 archives musicales, 4 grands artistes. Mais évidemment, vous ne pouvez choisir qu'une seule vidéo. Donc nous vous proposons ces 4 artistes. Regardez. Alors, première proposition, un live de U2 en 1983 dans Les Enfants du Rock, New Year's Day. Une chanson traditionnelle mexicaine, Los Huastecos, Cucurucucu Paloma. C'était en 1985. Björk, Human Behavior, en 1994, sur le plateau du Cercle de Minuit, et l'opéra Norma par la Callas. Ah, mais je ne peux en choisir qu'un. Tout à fait. Mais oui, mais j'aime tout ça infiniment. C'est pour ça qu'on vous les propose. Et ça fait partie de ma culture profondément, les 4 là. Oh, mais j'aurais pu en proposer une cinquantaine. Oui, c'est vrai. Vu l'éclectisme de vos goûts. Oui, oui. Alors, vers quoi pencherait votre cœur aujourd'hui? Eh bien, parce que peut-être que je suis dans une période plus U2. U2. Puisque je fais du rock maintenant. Et alors, voyons U2. U2, New Year's Day. U2, New Year's Day, donc ça c'était en 1983, ils sont tout jeunes, The Edge, Adam Clayton, Bono et Larry Mullen. Vous connaissez Bono? Oui, j'aime beaucoup Bono et il m'a montré quelque chose qu'il porte toujours sur lui, qui est un crucifix que lui a donné le pape. Ah oui, donc c'est quelque chose qui vous a impressionné. Oui, absolument, absolument. Alors revenons à votre parcours. On a parlé de votre arrivée, le conservatoire, la chanson, mais vous ne voulez pas rester dans un seul rail et dans un seul carcan. Et 2 ans après votre arrivée à Paris, vous décrochez votre premier rôle en tant que comédienne dans Perceval le Gallois, d'Éric Rohmer, aux côtés de Fabrice Lucchini. C'était en 1979. Vous allez jouer au total dans 3 de ses films à Rohmer. Pauline à la plage, Le Beau Mariage, et donc Perceval le Gallois. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, Rohmer? J'ai eu la chance d'être regardée, captée par un des plus grands cinéastes de la Nouvelle Vague. C'était déjà un assez vieux monsieur, mais quelqu'un qui a capté la modernité et la... Bon, c'est un immense cinéaste. Donc l'idée d'entrer tout de suite, de travailler tout de suite avec quelqu'un qui a un vrai parti pris, qui a une vraie esthétique, qui a un vrai style, on dit il est le cinéaste qui a inventé le cinéma parlant. C'est vrai que les personnages sont très bavards et que c'est difficile à jouer du Rohmer parce qu'on n'est pas du tout magnifié, il n'y a pas d'affaîtrie. C'est des personnages qui vont droit à l'essentiel et ça a l'air très simple. Et c'est très écrit, c'est difficile à jouer. Et avec votre jeune âge, vous avez eu facilement accès à tout ça? On a beaucoup travaillé pour Perceval. On est resté 1 an et demi à faire de la musique avant d'être choisi avec Fabrice Lucchini et tout ça. On est entré dans toute l'esthétique médiévale et tout ça, c'est pas fait comme ça. Hein. Mais ça m'a appris beaucoup de choses, du Guillaume de Machaut, toute la musique de l'époque. Et puis Éric, il m'a aussi donné une liberté par rapport au cinéma très grande, parce qu'il était un être de rupture comme Godard. Son premier court-métrage, c'était Jean-Luc Godard et Rohmer, Suzanne et son steak. Et c'était l'idée que
la technique du cinéma n'est pas intéressante ni importante, et que ce qui est important, c'est le regard. Et que si on fait des choses, il faut tout de suite, la technique, ça prend en un quart d'heure, et qu'il faut tout de suite un point de vue, un regard, une écriture, un style. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment des perles, écrits en lettres d'or. Voilà. Et il faut se permettre toutes les audaces et aller loin du conformisme, ce que lui et la Nouvelle Vague ont fait. Et ils ont tellement influencé le cinéma mondial, de Scorsese à Coppola, en passant par Woody Allen et les plus grands cinéastes du monde, ont toujours comme référence la France et cette rupture qu'a été la Nouvelle Vague. Moi, j'ai eu la chance de connaître un des grands maîtres à la fin de sa carrière, mais c'était formidable. Et de jouer dans ces films, c'est même, plus que le connaître. Ce premier rôle vous permet de vous faire connaître du grand public, et c'est là que vous décidez de prendre le nom de Dombasle. Oui. Ariel Dombasle, c'est devenu votre nom d'artiste, c'était le nom de votre mère, une forme de revanche sur la vie. Oui, c'est plus compliqué que ça. C'est probablement un hommage. Aussi c'était important qu'elle vous accompagne dans cet accomplissement. Voilà. J'ai voulu aller du côté de la mer. Alors j'aimerais maintenant vous montrer 2 portraits et je vous laisse me dire en quelques mots ce que vous évoquent ces personnalités. La première photo, Don Johnson, qu'est-ce que vous évoquez? Don Johnson, j'ai fait ma première télévision américaine avec Don Johnson, le metteur en scène qui depuis a fait des énormes films de millions et millions de dollars, était à l'époque un metteur en scène qui a été un des plus jeunes talentueux, Ron Howard, et il a fait Miami. Miami Vice, c'était la série la plus hip, la plus rock, la plus forte. Ce qui est dingue, c'est que ce n'est pas pour rien qu'on a montré cette photo de Don Johnson. On vous a vu chanter du lyrique. On vous a vu passer chez Romer. Et vous avez cette apparition dans cette série aux côtés d'une Lamborghini. Je me rappelle encore de cette image, de cette photo qui m'avait marqué. Vous avez déjà à l'époque cette idée de passer des choses les plus pointues, cinéma, art et essai, aux choses les plus populaires. Miami Vice, à l'époque, c'est quand même la série qui touche tout le monde et un grand public très populaire. C'est dingue quand même, cette capacité déjà si jeune de pouvoir faire le grand écart. En même temps, je suis américaine, j'ai cette éducation mexicaine, je parle 3 langues, je m'incarne différemment. Je suis quelqu'un voilà, une boule à facettes. C'est intéressant ce que vous dites, vous êtes américaine, ça veut dire que pour vous, ce qui n'est pas vraiment le cas en Europe, la culture peut être divertissante? Ah bien sûr, moi j'adore le cinéma américain. L'entertainment, comme on dit. L'entertainment, et j'adore Marvel, j'adore les films fantastiques. Et d'ailleurs, Alien Crystal Palace, mon dernier film en tant que metteur en scène, a ça. C'est-à-dire qu'il y a toute cette esthétique du film d'aventure avec plein d'effets spéciaux. Et du polar. Et du polar. Et ça, c'est l'Amérique. Alors justement, vous me tendez la perche. Deuxième photo que je voulais vous montrer, ça nous amène à ce film justement, Nicolas. Oui, alors Nicolas, donc c'est lui qui a écrit, c'est le dernier rocker français, et c'était donc le leader des Ponyhawks, et on s'est rencontrés, on a chanté ensemble pour des Américaines au Cirque d'hiver, et puis il a tout de suite composé cet album pour moi, La Rivière Atlantique, d'où est né Alien Crystal Palace, le film. Et vous avez coécrit d'ailleurs le film. Oui, il a écrit avec un urgentiste, un copain à lui, et il a fait la musique du film. Et voilà, ça a donné Alien Crystal Palace. Je propose de regarder le film annonce. Presence in the doorway. She's looking for a fake. Someone who won't be afraid to drool upon her grace.
faces, all the colors. She dances like a stone. A flash of Coupé. Alien Crystal Palace. Oui. Film que vous avez réalisé, coécrit, dans lequel Voilà. vous jouez. C'est un film qui fait référence à beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de rêves, avec, donc, vous le disiez, une notion d'aventure, une notion de polar, donc avec quelque chose qui accroche le public et puis en même temps qui le déroute, parce que vous l'amenez dans plein de directions. On sent l'inspiration de l'Antiquité, de la mythologie égyptienne, la mythologie grecque, les Argonautes, les Atlantes. Il y a énormément de références. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Platon, avec l'hermaphrodite et les androgynes? Voilà, c'est ça, c'est parti. Alors, c'est un film rock, c'est un film, je dirais, de l'hyperréalisme fantasmagorique, avec une esthétique très à la Argento, c'est-à-dire un maniérisme dans le polar, quelque chose d'extrêmement pensé, d'extrêmement voulu. Vous parlez de Dario Argento, Oui, le père de Asia, qui joue d'ailleurs dans le Voilà, dans Asia le film. qui joue dans le film, avec Michel Faux aussi. Et puis j'ai pris des gens de la mode aussi, Christian Louboutin, qui est un ami à moi depuis longtemps, et puis Ali Madavi, et puis un immense galériste d'art, qui est Tadeusz Ropak. Et nous formons comme ça une troupe. Alors, on me dit beaucoup, oui, mais ce film, il devrait être dans des galeries d'art, tellement il est beau, tellement il est accompli, tellement il est singulier. Mais j'ai voulu quand même qu'il sorte, c'est du cinéma, c'est le cinéma que la France a adoré, qu'elle adore toujours et qui est de plus en plus difficile à faire, parce que c'est un film underground, un film musical, un film qui a eu beaucoup de mal avec la censure, parce qu'il y a de la nudité, il y a du crime, et donc c'est difficile de produire des choses aussi singulières. Et il est déroutant d'un point de vue narratif, puisqu'il laisse la porte ouverte à beaucoup d'interprétations. Voilà, en même temps, c'est un film qui vous tient en haleine, qui vous fait battre le cœur. Alors on me dit, ah oui, c'est un film très adolescent, c'est vraiment pour aller embrasser des filles au cinéma. C'est un film excitant. Alors, il y a votre personnage Dolores dans le film, à un moment, présente son assistante en disant « Je présente mon infirmière, pardon, mon assistante ». Oui, c'est ça. C'est intéressant ce petit lapsus, puisqu'évidemment, on y voit des choses personnelles dans ce film, l'infidélité, si on se réfère à votre histoire, j'ai été surtout, l'histoire de vos vous parents. savez, oui, mais j'ai été surtout quand on écrit un film, et enfin, quand on l'interprète et qu'on le dirige. On est dans tous les personnages, hein. On se fragmente puisqu'on est obligé de les diriger. Donc je suis un peu partout. Un petit peu partout. Un peu partout. C'est un film qui peut vous avoir fait du bien? Vous avez dit des choses très personnelles. Oui, mais elles sont tellement cryptées que je ne sais pas. On part toujours d'impératifs catégoriques. Je voulais que le film soit excitant, soit saluer ce qu'il a été. Il a eu des incroyables papiers de gens qui comptent, et ça m'a fait très très plaisir que le milieu du cinéma le salue comme ça, comme un objet rare, et ils ont dit c'est un film culte, donc je suis ravie. Tant mieux, tant mieux. Vous dites dans le film, tous les artistes sont fous, l'un de vos personnages le dit, tous les artistes sont fous, sans folie, il n'y a pas d'art. Oui, il faut l'accepter, cette folie, quand même. Oui, oui, il faut l'accepter. Et c'est vrai que toute folie, c'est de l'inadaptation au réel, et qu'on peut se dire qu'un artiste veut toujours plus du réel. Et moi, je suis comme ça. Le réel ne me suffit pas. J'ai toujours besoin de plus. Et pourquoi? Je ne sais pas. Je pourrais me contenter de la vie rêvée que j'ai. Et en sachant que le bonheur n'est pas continu, la folie n'est pas continue. Comme le bonheur, la folie, ce sont des moments particuliers. Exactement. Et ces moments, il faut les accepter. Voilà. Avec le temps, vous les acceptez, ces voilà, moments de folie? il faut se laisser, il faut donner la place à l'inconnu. Il faut être comme un funambule. Et moi, je dis toujours que, et j'en suis totalement persuadée, que je suis toujours une débutante. Et c'est comme ça que je me pense.
Et c'est comme ça que je vis. Et je ne crois pas à l'expérience. Alors parlons de folie avec les histoires d'amour complètement folles que le XXe siècle nous a livrées. On va parler dans un instant de votre rencontre avec Bernard-Henri Lévy, alors que vous étiez déjà marié. Mais avant que vous racontiez votre rencontre, j'aimerais d'abord qu'on regarde cette archive, le grand Salvador Dali. C'est pour ça que je parlais de folie. Il expliquait comment il avait séduit sa femme Gala. C'était en 61. Et attention, c'est fou et c'est culte. La première vraie rencontre, j'ai ouvert la porte de ma maison de mes parents et Gala était déjà nue derrière la porte. Alors tout de suite, je me suis formé une espèce de mélange d'excréments de chèvre, parce que les excréments de chèvre, ça m'excite beaucoup sexuellement, alors je pensais que ça allait exciter Gala la même chose, alors j'ai mêlé la colle de poisson, et après, qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis de l'aspic. Un aspic qui était d'ailleurs très décomposé, alors le tout puait d'une façon invraisemblable. Et j'ai commencé la séduction, qui a très bien marché, en fait, c'est question en très peu, en question d'une semaine, elle était amoureuse de moi. La folie de Dali. Encore un grand homme que vous avez rencontré, je crois. Oui, je jouais au théâtre et j'étais à Montpellier et il y a une grande voiture noire qui s'est approchée comme ça, Salvatore, Dali était dedans. Moi, je marchais dans la rue et il a ouvert, il a dit « Mademoiselle, vous êtes l'incarnation de la virginité. Je veux vous peindre. Je veux peindre vos fesses. » Voilà, il m'a dit ça. Bon, et puis alors après... A-t-il peint vos fesses? Non, j'ai jamais voulu. Bon, c'est comme ça. Mais nous avions des projets ensemble et je l'ai vu un petit peu. Et c'était un personnage incroyable. Et voilà. Difficile à suivre. J'ai l'impression que Gala à côté, elle est entre amusement et un peu blasée, quoi. Parce que ça doit être fatigant quand même. Oui, ça devait être fatigant au quotidien. Ben, elle était devenue assez tough, comme on dit en anglais. C'est dur. Mais vous savez, je l'ai vue 3 fois dans ma vie. Oui, bien sûr. C'était vraiment anecdotique, alors, mais bon. Revenons à cette histoire qui dure encore avec le philosophe Bernard-Henri Lévy. Vous avez usé d'un filtre aussi pour le séduire, BHL? Voilà, ça m'émeut de voir son portrait. Voilà. D'un filtre, c'était l'amour immédiat, réciproque et d'une intensité... C'est vrai que vous l'avez vu sur une couverture de livre et que vous avez été foudroyé par cette couverture. Oui. La barbarie à visage humain. Cela dit, le titre ne donne pas très envie ne donne pas très envie d'y aller. Qu'est-ce qui s'est passé en voyant cette couverture? Mais j'ai pensé que c'était l'homme de ma vie et que j'étais la seule femme qui pourrait le sauver. Toujours voilà. Cette notion de sauver quand même. Vous connaissez ce fameux triangle là, le bourreau, victime, sauveur. On est toujours dans l'une des 3 positions dans la vie. Oui, mais on est souvent, ça passe de l'une à l'autre, non? Souvent les 3. Malheureusement. Mais vous avez toujours besoin de sauver quelqu'un. Vous aviez envie de le sauver. En voyant cette photo, vous vous êtes dit, je vais le sauver. Voilà. Et l'avez-vous sauvé? Je pense, oui, et il m'a sauvé aussi. C'est la vertu de l'amour. Ce qui est extraordinaire avec l'amour, et c'est pour ça que ça reste la grande énigme de la vie, c'est que c'est des révélations réciproques. On révèle l'autre et il vous révèle. Et on est absolument à 1000 watts d'intensité, on est dévoré par l'amour et en même temps on se crée, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'étonnant, de mystérieux, d'immense. Il y a quelque chose qui touche à l'admiration dans ce que vous dites, ça va au-delà de l'amour. Ah oui, oui, et puis moi j'ai besoin d'admirer la personne avec qui je vis et c'est le cas. Je ne suis jamais déçue, jamais, jamais. Jamais. Françoise Sagan disait qu'il y a très peu de gens qui aiment vraiment l'amour. Oui. Vous êtes amoureuse de l'amour? Je suis amoureuse de l'amour aussi, oui. Il faut aimer l'amour pour être une amoureuse. Parce qu'il y a des tas de gens qui aiment mieux autre chose. Il y a des gens qui aiment le pouvoir, l'argent, la force, la guerre, la compétition. Mais aimer l'amour et le mettre au cœur de son existence, il n'y a pas tellement de gens. Ils se disent qu'il y a d'autres choses plus importantes. Mais pour moi, non.
Alors, de l'amour à la dévotion, il n'y a qu'un pas. La religion tient une place importante dans votre vie, essentielle même, Ariel. Vous avez posé en couverture du magazine Jésus, par exemple, en 2018. Oui. Vous chantez régulièrement des chants liturgiques. Je repense à Ave Maria en 2002. J'ai commencé par les chants sacrés, oui, c'est vrai. D'où vient cette spiritualité? Du Mexique, et puis... Des nannies de votre famille? Oui, de mes muchachas qui m'emmenaient au pèlerinage au Mexique d'une chose très fervente. Et puis je garde... et je garderai toute ma vie l'idée que la phrase révolutionnaire « Aimez-vous les uns les autres » qui a sauvé l'humanité et qui était une chose qui n'était pas du tout dans l'évidence et dans la nature humaine, puisque nous sommes une espèce effrayante de sauvagerie, de barbarie, de puissance, de dévorer l'autre. Et ce Christ qui arrive avec cette idée, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, c'est une révolution, c'est merveilleux. Et je trouve que si on appliquait cette simple phrase, le monde serait infiniment meilleur. Et parfois même, dans les prises de position de l'Église, on a l'impression qu'on oublie ces notions de compassion et d'empathie. Vous êtes vous-même la marraine de la marche des fiertés homosexuelles, vous l'avez été, à Paris. Vous êtes une icône pour la communauté LGBT. Oui, c'est ça. J'ai été très vite une icône gay, comme on dit, LGBT, et j'ai été au tout début du militantisme pour que les homosexuels, les gens qui ont une sensualité plus trouble, plus ambiguë, ne soient pas bannis et qu'ils aient les mêmes droits que les autres citoyens. J'ai été pour le mariage gay. Et vous, donc, qui êtes profondément religieuse, comment est-ce que vous vivez le fait que l'homosexualité est rejetée par l'Église catholique? Elle n'est pas rejetée, c'est pas exactement ça. L'Église catholique, vous savez, c'est des principes moraux. Elle n'est pas acceptée de manière très officielle non plus, sans rentrer dans un débat. Ce qu'a fait l'Église avec le catholicisme, c'est encore autre chose. Moi, je suis profondément liée aux évangiles, à la parole du Christ, à la Vierge Marie, à la foi, à l'espérance, à la charité. Plus qu'au dogme. C'est ce qu'on en a fait. Oui, voilà. Plus qu'au dogme et à la manière, au cours des siècles, de ce qu'a fait l'Église, de ce simple principe d'amour. Alors, bon, on sait bien que l'Église, il y a eu en son nom, il y a eu des atrocités, il y a eu l'Inquisition, on brûlait les sorcières, on a fait bon. Mais toutes les religions extrémistes sont toujours à bannir, parce que c'est ça le mal en soi, c'est les extrêmes. Alors, 1996, la ville de Lille a vu pour la première fois défiler dans ses rues les membres de la communauté LGBT à l'occasion de sa première Gay Pride, sa première marche des fiertés. J'adore la Gay Pride. Eh bien, retour en images sur cette journée de 1996. À Lille, aujourd'hui, c'était la toute première Gay Pride, car c'est un peu plus difficile de proclamer sa fierté d'être homosexuel dans une ville de province que dans une grande capitale. Je trouve que c'est une grande première pour la province de défiler et enfin les gens verront qu'il y en a partout, qu'on existe. La Gay Pride revendique des droits, mais la Gay Pride, c'est avant tout se montrer à tous à visage découvert. Enfin, moi, c'est de la connerie, tout ça. On n'arrête plus les conneries. De l'instant, moi, je ne suis pas contrarié par leur système de vie, ça ne me dérange pas. Une première Gay Pride réussie à Lille, 1500 lesbiennes et homos défilant sous le soleil, mais beaucoup plus encore avaient choisi de rester dans l'ombre, loin de la fête. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette esthétique et dans cette expression artistique de la différence? Je crois que probablement quand on est dans des eaux troubles de la sensualité, on est plus réceptif, on est plus sensible. Il y a énormément de gens extraordinairement créatifs dans le domaine des arts, de la mode, de la photographie, de la création en général. L'homosexualité, c'est-à-dire, c'est l'ambiguïté, c'est une ambiguïté sensuelle. Et ça a été, et ça l'est encore, parmi 1000 injustices du monde, banni dans certains pays, on est incarcéré.
on est tué. Bien sûr. Voilà. Il faut savoir que l'homosexualité était encore illégale en France jusqu'au début des années 80. Bien sûr, absolument, dans l'illégalité. Et je crois que on n'a pas à être un loup pour l'homme. Et tout ce qui astreint, réglemente les gens, toutes les idées fascistes, en fait, qui veulent que nous soyons tous dans des petits chariots tout droit jusqu'à la mort, sans jamais dépasser à droite, à gauche, dans tous les domaines. Toute cette espèce de moralité effrayante, de bêtises et d'ornières, ben, il faut systématiquement lutter contre. Voilà, c'est tout. Alors, on le comprend, hein, vous êtes anticonformiste, extravagante au sens propre du terme et au sens noble du terme, et vous êtes donc touche à tout. Et en 2007, vous avez encore dérouté tout le monde en devenant meneuse de revue pour le Crazy Horse. Qu'est-ce que ça représentait pour vous de danser pour le Crazy Horse? Oh, on m'a demandé, c'est-à-dire que je dansais, je chantais surtout. J'avais donc fait cet album qui s'appelle C'est si bon, et on m'a demandé, au lieu de faire un clip ou autre chose, d'être meneuse de revue au Crazy Horse. Donc il s'agissait de chanter à moitié nue, avec des danseuses extraordinaires, dans une sorte de boîte de lumière, un peu comme Harcourt, c'est-à-dire que les personnages sont sculptés par la lumière au Crazy Horse. Et c'est des merveilleuses danseuses, et voilà, on a eu un tellement grand succès qu'ils voulaient me garder pour toujours. Voilà. Mais vous vous seriez ennuyé? Oui. Ça y est, c'était fait, passons à autre chose. Il y a un peu de ça dans ce qui se passe dans votre vie, dans toutes les étapes de votre vie, c'est vous croquez et puis vous passez à autre chose. Oui. Artistiquement, j'entends, bien sûr. En 1976, les caméras d'Antenne 2 partaient à la rencontre des danseuses du célèbre cabaret parisien, plongées tout de suite dans les coulisses du Crazy Horse. Je m'appelle Lovamour. C'est pas votre vrai nom? Non, c'est mon nom de guerre. C'est le nom que M. Bernardin m'a donné en tant que danseuse du Crazy Horse Saloon. Sur la scène du Crazy Horse Saloon, je deviens une autre personne, beaucoup plus agressive, beaucoup moins timide que dans la vie. Et je crois que je me fabrique un personnage. Dans la vie, vous êtes timide? Dans la vie, oui, je suis plutôt timide. Est-ce que vous êtes pudique? Oui, beaucoup. Timide? Pas sur la scène, timide et pudique. My name is Polly Underground. Elles dansent, elles jouent avec leur corps. Ce sont des professionnels du mouvement. Et ce mouvement habille le corps. Elles ne sont pas nues maladroitement, elles ne sont pas nues comme est le nu érotique. Elles sont nues avec art. Ce que je trouve intéressant dans ces archives quand même, c'est l'expression d'une forme de pudeur et de timidité de la part des danseuses. L'esthétique, on la connaît, l'esthétique du Crazy Horse et la modernité que ça peut représenter aujourd'hui. Mais il y a vraiment de ça, il y a vraiment cette idée de pudeur de la part des danseuses qui pourtant se livrent sur scène et se mettent à nu. Ce sont des artistes vraiment et des extraordinaires danseuses et qui prennent leur corps comme leur instrument et qui sont fiers de leur corps, mais c'est des corps athlétiques, c'est comme un athlète, c'est comme un footballeur, on fait ses gammes pour être au Crazy Horse. Mais justement, vous avez fait votre vie une œuvre d'art dans plein de modes d'expression différents. Oui. Vous vous êtes beaucoup exposé. Oui. Et puis en même temps, j'ai l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt. On ne vous connaît pas réellement. Est-ce qu'il y a aussi cette forme de pudeur C'est très crypté. Il faut vraiment écouter, regarder, analyser. Tout à l'heure, j'ai essayé de vous amener là-dessus en décryptant le film et vous avez fait un petit pas de côté. Mais déjà, je trouve que j'ai accepté cette émission, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne s'expose pas vraiment. Je suis dans des rôles, je suis dans mon métier. Vous vous exposez à travers votre rôle d'artiste et vous faites donc, on le disait, ces allers-retours entre les choses très contemporaines, artistiques, justement très cryptées, puis des choses très populaires. Dernière chose en date, c'est les Parisiennes. Vous avez partagé l'affiche avec Mareva Galanter, Elena Noguera et Ina Modja. On l'a vu, vous êtes passé par énormément de modes d'expression. Quel est votre prochain défi? Parce que j'ai l'impression que vous vous ennuyez rapidement quand même. Non, je ne m'ennuie vraiment jamais.
fait. Mais justement, parce que vous passez, vous avez des défis constamment à relever. Mais oui, oui, oui. Et je pense qu'il ne faut pas, je n'aime pas le confort. Et je n'aime pas le confort chez les artistes. J'aime pas les gens qui ont une image et puis qui se vautrent dedans et qui sont dans une tour d'ivoire et qui deviennent des sortes d'épiciers de leur... voilà. L'artiste est un funambule, l'artiste est quelqu'un qui est perpétuellement fragile, qui est perpétuellement en mouvement, qui est perpétuellement dans la création, dans l'excitation. On n'est pas... voilà, on n'est pas des êtres dans le confort. On est ailleurs. Alors Ariel, notre émission touche à sa fin. Je vais vous poser notre traditionnelle question dans le rétro. Que dirait la Ariel Dombal d'aujourd'hui à la petite Ariel qui donnait des spectacles au fond de son jardin? Je dirais que je suis exactement la même et que je n'ai pas changé d'un iota et que je n'ai rien appris. Merci Ariel Dombal. Merci. Merci.